Allez, mesdames et messieurs, restez avec nous. On va jouer ensemble le fameux quiz dont je parlais juste derrière moi, un QR code qu'il va falloir scanner pour jouer. On a des parapluies de Cherbourg à tenter de gagner à ce quiz qui va être animé. Et là, on le retrouve avec nous, Michel Pelletier, qu'on avait vu ce matin, délégué maire et littoral, Office France de la biodiversité, avec une youtubeuse, Valentine Delattre, de la chaîne YouTube Science de Comptoir. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Wouh! Allez, restez avec nous pour le quiz. On va jouer ensemble, on va tester vos connaissances. Alors, on va voir qui c'est qui reste. On fait un bilan de qui reste. Ça dépend ce qu'on gagne, en fait. Ça dépend ce qu'on gagne, exactement. Un séjour, une croisière, avec les Tara, cachalots. peut-être. Alors, ça se vide. On rappelle évidemment que ce soir, à 19 h, on a la projection du film lauréat choisi par le public, intitulé « La sagesse de la pieuvre », une projection en exclusivité ici à la Cité de la Mer, une première même. Alors, ceux qui veulent partir, partent en silence, s'il vous plaît. Chut. Merci, parce que bon, il y en a qui continuent, on est là, on est bien lancé, on ne peut plus nous arrêter. Ça va? On dit merci, au revoir, à plus tard. Voilà. Il y a qui reste? 1, 2, 3, là, aux applaudissements. Il y a qui reste, s'il vous plaît? Wouh! Il y a du monde! Alors c'est parti, on sort les smartphones, ils sont où les téléphones? La main droite, on prend le téléphone au moment où je téléphone comme ça. Est-ce qu'on peut afficher en régie, s'il vous plaît, le QR code? Un QR code à flasher. Voilà, ça va apparaître, hein, c'est la technique, vous savez. Je suis plus rapide que la technique, ils ont du mal à me suivre. Voilà, c'est parti. Donc vous allez directement sur kahoot.it. Voilà, vous mettez votre nom et votre prénom. Et pour cause, si j'ai 2 Bernard, va falloir se démerder avec les parapluies de Cherbourg. Vous avez vu le truc ou pas? Nom, prénom. Si je peux me permettre, dis-moi. Vous allez donc sur le site Kahoot et après on va vous filer un code. Donc il faudra rentrer le code et après vous rentrerez prénom, nom. Donc voilà. Si vous mettez votre nom, prénom dans le code, ça ne marchera pas. Voilà. D'accord. D'abord, on va directement sur Kahoot et ensuite vous ajoutez nom et prénom. C'est un quiz donc autour forcément de la planète bleue, de notre grand océan, de nos grands océans, que dis-je, où on va aller tester vos connaissances. Est-ce qu'il y en a qui sont calés là un peu en océan? Levez la main. Il y en a qui sont calés, il n'y en a pas du tout. Il y en a qui sont calés? On n'ose pas, hein? On n'ose pas, on est modeste, on adore. Bon, je crois qu'il faut que je descende. C'est à vous, Michel, parce que moi, si je suis partie, je peux tenir 72 heures comme ça. À plus tard, c'est parti. Let's go. Télécharger. Alors, donc, dès que vous êtes sur votre navigateur préféré et que vous avez entré kahoot.it, on va afficher le code pour pouvoir vous connecter. Attention, magie! Oh! Voilà, donc vous pouvez rentrer sur votre téléphone le code 301179. Voilà, et une fois que vous êtes connecté, là, vous rentrez prénom, nom. Ah oui, est-ce que les gens ont du réseau? Non. Du coup, vous avez perdu. Ah, c'est problématique. Ah. C'est compliqué. Ah bah voilà, il y a quand même du monde. Ah, c'est bien. Super. Bienvenue à tous. Ouais. Alors, 2 petites indications sur le quiz qui va suivre. Allez, 3, c'est la fête. La première, c'est que sur l'écran va s'afficher la question et 4 choix de réponse. Et sur votre téléphone, vous allez choisir la bonne réponse. Et alors, 2 astuces. Une, vous aurez 20 secondes pour répondre, donc c'est court. Et la deuxième, c'est que plus vous répondez rapidement, plus vous marquez de points. Attention. Oui. Est-ce que tout le monde y est? Non? Dépêchez-vous. On rappelle qu'il y a 3 parapluies de Cherbourg à gagner. Je te laisse prendre le relais. Tu veux prendre le relais? Non, vas-y, vas-y. Oui, c'est ça. Et les 3 parapluies ne sont pas équivalents a priori. Donc il y aura un podium. Donc on le redit, il y aura 3 parapluies de Cherbourg à gagner, un en or, un en argent, un en bronze, évidemment. Et évidemment, les 3 lauréats, si on a un peu de temps, seront amenés à venir parler de leur expérience et de leur relation à la mer, à la tribune. Non, mais on leur remettra les parapluies. Alors, combien on a de candidats? 61 déjà, c'est pas si mal. Est-ce que tout le monde y est?
Allez, c'est parti. Alors, en régie, s'il vous plaît. Peut-être lire la question, je ne sais pas si ça te dérange pas. Alors, on va d'abord parler de la biodiversité locale, c'est-à-dire celle qu'on trouve au large de la Normandie, avec 3-4 questions. Alors voilà, une peu pour commencer. Comment s'appelle la partie blanche et ronde de la coquille Saint-Jacques? On vous donne quelques indications. L'amande, la noisette, la noix ou le corail. Éliminé. 20 secondes, c'est parti. Top. Alors, ceux qui ont gagné ont répondu la noix. Alors la coquille Saint-Jacques, très rapidement, la noix, à quoi ça correspond? Ça correspond aux muscles, aux pieds de ce coquillage. Et il est assez fort, ce muscle, et donc il se mange, évidemment, c'est la partie qui se mange, même si on peut manger le corail, qui sont les gonades. Mais ce muscle, il sert notamment à propulser la noix, vous savez, qui se move comme ça dans l'océan. La noix, on l'a entendu, la coquille Saint-Jacques, on l'a entendu ce matin, est un coquillage, une grosse production de Normandie, une ressource pour nos pêcheurs, saisonnière, vous l'avez entendu aussi ce matin. La ressource se porte bien, elle est correctement gérée, très finement gérée, d'ailleurs avec des horaires, avec des engins de pêche qui sont très réglementés. Ça ne veut pas dire pour autant que la biodiversité et les espaces qui sont pêchés sont en bon état. Et donc c'est là le défi majeur, c'est d'essayer d'avoir une pêche à la coquille Saint-Jacques qui respecte aussi l'écosystème dans son ensemble. Question 2. Que sont les hermelles? Est-ce que ce sont des petits vers marins, des algues, des Pokémon évidemment, ou des crustacés? C'est parti pour 20 secondes. Dépêchez-vous. 7, 6, 5. Attention, est-ce que vous avez bien répondu? Ceux qui ont répondu des petits vers marins ont gagné. Donc il y a 36 d'entre vous qui ont répondu, bravo. Les hermelles, donc c'est des petits vers marins, mais en fait, on ne voit pas les petits vers marins, mais ils se cachent dans des constructions qui sont souvent en sable, d'ailleurs, qu'on retrouve sur nos estrands, surtout du côté de la baie du Mont-Saint-Michel, plutôt à l'ouest du Cotentin. Ce sont ce qu'on appelle des espèces ingénieurs. Elles construisent des ensembles dans lesquels une solidarité peut s'exprimer finalement. Et bon, les menaces, il y en a un certain nombre, puisque ce n'est pas une espèce protégée malheureusement. Et donc la pêche, quand elle est mal pratiquée, peut être une menace. La drague, évidemment, les engins de pêche. Et on est en train de travailler à la protection de ces animaux et de ces constructions au travers de ce qu'on a appelé ce matin, vous savez, des aires marines protégées, des zones de protection forte. Question 3. Je crois qu'il y avait une photo des hermelles. Ah oui, voilà à quoi ça ressemble. C'est presque aussi beau qu'un cachalot. Alors attention, quel oiseau niche en haut des plages sableuses de la Manche? Le fou de Bassan, le courlis cendré, le toucan à capuchon ou le gravelot à collier interrompu? Plus vous répondez vite, plus vous répondez vite. Ah oui, il faut y aller. Le toucan va avoir du succès, j'imagine. Ah ben non. La bonne réponse, évidemment, était le gravelot à collier interrompu. Donc bravo à tous aux 39 personnes d'entre vous, à ceux d'entre vous qui ont répondu. Le gravelot, c'est un petit limicole. Il y a une photo aussi, je crois, après, en régie, s'il vous plaît. Il y a peut-être une photo, voilà, le voilà. Il est tout mignon. Et alors, il a la particularité de nicher, de pondre ses œufs à même le sable ou dans des graviers. Et donc, évidemment, par mimétisme, parce que sa stratégie, c'est justement de confondre avec les sables et les graviers pour ne pas se faire repérer par les prédateurs. Et évidemment, de ce fait, il est assez menacé, puisque le moindre dérangement, et en particulier par les chiens, provoque souvent la destruction des nids. Donc attention, faites attention, vous verrez qu'il y a beaucoup d'associations qui organisent une campagne qui s'appelle «
on marche sur des œufs et qui consiste à protéger ces petits nicheurs qui sont des migrateurs par ailleurs et qui arrivent sur nos côtes pour nicher, c'est-à-dire souvent au printemps, de mars au mois d'août. Allez, une nouvelle question. On passe à un autre thème qui est l'invitation au voyage. C'est ça. Donc là, c'est le thème biodiversité mondiale. Alors pourquoi cet animal est-il rose? Est-ce que c'est pour plaire à mesdames? Parce qu'il a subi une pollution? Parce qu'il a trop regardé Mon Petit Poney? Ou parce qu'il se nourrit de crevettes? J'ai lu trop vite. Et la réponse n'est pas la noix. Eh bien, c'était... Voilà. Alors, c'est un peu une question piège, parce qu'en vrai, on n'est pas sûr, mais c'est plus ça que le reste. Alors, il y a une photo juste après, si la régie veut bien... En fait, c'est un dauphin qui s'appelle le boto, qui est un dauphin de l'Amazone, figurez-vous. Et alors, pourquoi il est rose? C'est parce qu'en fait, on pense que ce serait du tissu cicatriciel, c'est-à-dire que les mâles se feraient des blessures les uns aux autres, et comme ça ferait des cicatrices roses. Et on pense que ça pourrait jouer un rôle dans la sélection sexuelle, parce que les chercheurs ont, semble-t-il, observé que les dauphins les plus roses avaient le plus de succès. Donc voilà. Et sinon, moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec ce dauphin-là, c'est surtout que c'est un dauphin d'eau douce. Il vit dans l'Amazone. Alors, on a 6 espèces de dauphins d'eau douce dans le monde. Il y en a un qui vit dans le Gange aussi, et il y en avait un, ou il y en a un, on ne sait pas très bien, en Chine. On n'en a pas vu depuis très longtemps, donc on ne sait pas s'il ne serait pas un petit peu éteint, on se demande. Et de toute façon, ils sont quand même extrêmement menacés. Ils sont tous menacés d'extinction, les 6 espèces. Et donc, il y a plein de menaces qui pèsent sur eux. La pollution des rivières, les bateaux, forcément, qui font de la pollution sonore et risque de collision, la pêche, tous ces trucs-là. Et en l'occurrence, pour le boto, il y a aussi des cas de contamination au mercure qui est utilisé en fait pour séparer, non pas l'homme de l'artiste, mais l'or du minerai. Et j'ai le droit, on n'est pas en live. C'est bon. Et voilà, et donc c'est pas cool. Question suivante. C'était surtout la question piège. Qu'observe-t-on ici? Est-ce que c'est le kraken, un trou noir en formation, des baleines qui chassent ou des poissons qui deviennent fous à cause d'une éclipse? On s'interroge. Et la réponse était des baleines qui chassent. Vous avez voté le kraken quand même. Il y en a 4 qui... Très bien. Il n'y a pas de parapluie pour ceux qui ont tout faux. Hein. Alors, on a une petite vidéo juste après, normalement, qui montre la chose. Je ne sais pas si la régie peut couper le son en même temps. Oh bah c'est parfait, ça marche comme ça. Donc là, on voit des baleines en fait, qui font des bulles. Elles soufflent des bulles avec leur bouche et elles tournent en même temps. Elles font ça, donc c'est une stratégie de chasse qu'elles font en groupe. Et ça leur permet d'isoler un banc de proie, donc un banc de krill par exemple, et de pouvoir après piocher dedans et pouvoir se nourrir. Donc c'est une stratégie de groupe qui est aussi observée chez les orques et chez certains dauphins. Et je trouve ça assez chouette. Voilà, question suivante s'il vous plaît. Attention, laquelle de ces... Ah non, c'est pour toi. Oui. Alors attention, parce qu'il y a des négations. Laquelle de ces affirmations sur le corail est fausse? Il participe à la réduction des vagues et des inondations, il protège, il abrite, il nourrit 25% des espèces marines. C'est un animal marin ou c'est une plante marine? Ah, le temps est écoulé, ça a été très vite. C'est une plante marine, c'est effectivement l'affirmation qui est fausse, hein, puisque évidemment le corail, c'est un animal, même si, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est un animal qui vit en étroite symbiose avec une petite algue, hein, et donc l'algue est bien un végétal, mais le corail en lui-même est bien un animal. Et donc le corail, François Serrano nous l'a redit tout de suite, c'est un écosystème extraordinaire, hein, 0,2% de la surface de l'océan, mais 25% de la biodiversité, même si ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Enfin, c'est quand même beaucoup de poissons et de coquillages on est heureux de retrouver dans le corail et dans les zones en particulier subtropicales et tropicales. Question suivante. On aperçoit de temps en temps des scores. Ouais. Quel organe... Ah, vas-y, je t'en prie. Non, Quel organe est hypertrophié chez le narval? Ce que vous voyez devant, là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une corne, un cil, une dent ou, enfin, c'est une émission familiale?
sera mon unique participation à cet événement, je crois. Mais ça valait le coup. Alors, il s'agissait effectivement d'une dent. Bravo. Et je note les 2 vers encore. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Et donc, c'est bien une dent, c'est même une canine même, qu'arborent les mâles et certaines femelles narvals. Et il s'avère que des fois, les narvals ont les 2 canines hypertrophiées. Donc, c'est peut-être pratique pour manger des sushis, mais sinon, ça ne doit pas être évident. Et ce qui est plus curieux, c'est que cette dent-là est construite à l'inverse des nôtres. C'est-à-dire que je ne me trompe pas, la pulpe est à l'extérieur et l'émail à l'intérieur. Donc imaginez prendre une de vos dents et la retourner comme une chaussette. Voilà, donc ceux qui ont déjà eu une carie savent que c'est pas top quand il fait froid. Et lui, il balade son énorme dent comme ça dans les eaux glacées en Arctique. Donc c'est quand même... Voilà, exactement. Donc c'est assez fantastique quand même. Et alors, à quoi ça sert cette dent-là ? Eh ben, on ne sait pas très bien, mais on a plusieurs hypothèses. Je ne vous ai pas posé cette question-là, ça aurait été vraiment très piège. On se dit que c'est peut-être une sonde acoustique, un régulateur thermique, un harpon pour attraper les proies, un peu comme un pic-olive. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Une arme contre les mâles de la même espèce ou les prédateurs. Ça peut être aussi dans la sélection sexuelle. Bref, on ne sait pas. On se pose plein de questions. Et c'est quand même assez fou qu'un truc aussi emblématique que la dent du narval, on n'ait pas encore trouvé à quoi ça sert. Voilà. Question suivante ? Ah oui, donc ne pas confondre le narval avec la licorne des mers. J'aime le Moyen-Âge. Troisième partie et dernière, l'océan sous pression. Alors, si on voit un cétacé en mer, quelle est la distance minimale réglementaire à respecter pour ne pas le déranger ? Là, François nous a donné les réponses. 50 mètres, 200 mètres, 100 mètres ou 500 mètres. Ne pas le déranger. Je précise quand même que c'est dans les aires marines protégées. Ça change tout. 100 mètres, eh bien bravo à tous ceux qui ont répondu 100 mètres. C'est effectivement 100 mètres. Alors tout ça, c'est très récent. Ça date d'un texte de l'année dernière, de 2021, où dans les aires marines protégées, on a réglementé la distance minimum pour ne pas déranger un cétacé, sachant qu'il n'y a pas que la distance, il y a aussi la fréquence, il ne faut pas le déranger sans arrêt, et puis il faut rester, on recommande en général 15 minutes, pas plus, et c'est souvent à destination des professionnels du tourisme, les whale watchers qui emportent des touristes, c'est très fréquent, de plus en plus fréquent d'ailleurs, même en métropole, pour amener des touristes découvrir ces animaux. Donc surtout ne faites pas comme François, n'allez pas vous mettre à l'eau et gratter le ventre des cachalots, ça c'est complètement interdit, sauf pour François, mais il y a une exception. Voilà. Question suivante. Quel est le poisson le plus pêché au monde ? Est-ce qu'il s'agit de l'anchois, du saumon, du thon ou du cabillaud ? La réponse va vous étonner. C'est pas en nombre d'individus, c'est en tonnage. C'est vraiment le... Eh bien oui, c'était l'anchois. Bravo à la majorité d'entre vous. C'est un peu étonnant parce qu'on se dit oui quand même, le saumon, le cabillaud, mais en fait la plupart des anchois qui sont pêchés ne sont pas pêchés pour nous nourrir nous, mais pour faire de la farine animale qui sert à nourrir différents animaux, les porcs, les poulets, il y en a aussi pour nourrir les poissons d'élevage. Donc voilà, donc quand vous mangez du jambon, et les saumons aussi, du coup, c'est beau la vie, et donc si vous mangez une tranche de saumon, peut-être qu'il y a un petit peu d'anchois dedans, c'est comme la pisse à la dière, c'est toujours meilleur qu'un peu d'anchois. Voilà. Question suivante. Ah voilà, il y avait les tonnages. Alors, combien de CO2 atmosphérique les océans captent-ils chaque année ? 20 000 tonnes, 2 milliards de tonnes, 200 millions de tonnes. C'est un piège, parce qu'en fait, ils en rejettent 20 000 tonnes. 20 000, 200 millions, 2 milliards. Ils n'en absorbent pas, ils en rejettent. Eh bien, c'était évidemment 2 milliards. On vous l'a dit ce matin, c'est une ampleur considérable. C'est ce qui permet d'ailleurs de... Malheureusement, c'est ce qui cause l'acidification des océans, puisque l'océan, au bout d'un moment, absorbe trop de carbone. Et donc, il y a un dérèglement, évidemment, qui se crée. Et le carbone vient d'où ? Évidemment, de nos activités.
Pardon? Un océan, exactement, vous avez raison. Les mers ou l'océan, les océans, bon. On parle effectivement de l'océan, le One Ocean. 2 milliards de tonnes, bravo aux 13 candidats qui ont bien répondu. On a une ultime question bonus. Ah, la question bonus. Double. Attention. Attention, elle compte double. Soyez rapide. Elle est facile, normalement. Alors, attention, c'est parti. Quelle est la profondeur maximale de l'océan? Est-ce qu'il s'agit de moins 2500 mètres, moins 4600 mètres, moins 11 000 mètres ou moins 18 100 mètres à 25 mètres près? Bravo! 48 personnes qui gagnent 2 points d'un coup. Donc effectivement, c'était moins 11 000 mètres à peu près, hein, on n'est pas une vache près. C'est dans la fosse des Mariannes, évidemment, qui est donc une fosse créée par la subduction de la plaque tectonique pacifique sous la plaque philippine. Tout le monde s'en fiche, mais je trouve ça intéressant. Elle a été découverte en 1875, durant l'expédition du Challenger, le fameux. Hein. C'était la première grande campagne océanographique qui visait à cartographier tous les fonds marins, tout ça, c'était vachement chouette. Et du coup, le point le plus profond au cœur de cette fosse a été baptisé, d'après cette expédition, le Challenger Deep. Et il est situé, a priori, l'estimation la plus récente, c'est 10 984, plus ou moins 25 mètres. Et c'est un point qui est quand même extrêmement profond, c'est le plus loin qu'on est, enfin le plus proche du centre de la Terre, et qui est très visité. Il a été visité par les Anglais, les Russes, les Japonais, les Américains, les Suisses, et plus récemment par les Chinois. Voilà. Je crois qu'on finit là-dessus. Donc alors, qui a gagné? Voilà, donc ça c'est là. Voilà. C'est flou et c'est là. Attention. Bravo. Bravo à Moon, à Robin Caron et à Juliette Davoust qui remportent chacun un parapluie de Cherbourg. Qui arrive. Si vous voulez bien descendre sur scène pour recevoir votre décoration. Enfin, monter sur scène plutôt. Venez sur scène, on va vous remettre vos trophées, vous les avez bien mérités. Ça montre que peut-être que nos questions étaient très... Non, elles étaient très complexes. Eh ben, est-ce que vous voulez prendre la parole? Dites-nous un petit mot, allez. Juste pour l'événement Globalité, c'est la première fois que je fais ça et c'est assez incroyable parce que c'est un vecteur d'information et de découverte aussi bien en tant que personne et aussi information assez incroyable et c'est une expérience assez unique. Merci à tous. Et ces parapluies vous seront très utiles, je n'en doute pas, enfin j'espère en tout cas parce qu'on attend la pluie, mais je voudrais, si vous m'y autorisez, à vous inviter tous les trois à découvrir un parc marin, un parc naturel marin, et donc vous serez le bienvenu, vous laisserez vos coordonnées et vous viendrez visiter un de nos parcs. Donc alors, Juliette Davoust, je prononce bien? Ouais. Félicitations, bravo à vous. Quel est votre secret? Mon secret? Je viens d'un Techmer et ça prouve qu'on a bien été Bravo. Et donc, Moon, félicitations, vous êtes numéro 1. Quel effet ça vous fait? Je suis très, très, très fière. Félicitations. Vous gagnez votre parapluie.
Merci à tous. Je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot. Non, mais bien sûr, vous féliciter. On garde contact pour la visite du parc des estuaires Picard et de la Côte d'Opale, ou celui qui est le plus proche de chez vous, vous me direz. Et puis, moi, je crois quand même que ce genre d'exercice qu'on avait proposé bon, d'abord, c'est rigolo, c'est vrai, c'est sympa. Et puis, je pense que c'est une façon aussi d'appréhender les choses voilà, peut-être dans un autre format, bien sûr. Et puis, la participation du public me semble extrêmement important, même quand vous êtes sur le terrain. Donc, renseignez-vous. Vous avez des associations qui travaillent beaucoup pour la protection de la nature. Vous avez des scientifiques qui ont besoin de vous aussi, parce qu'il y a des sciences participatives, je l'ai dit ce matin. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit François Sarano, à participer, à venir à la rencontre de ce vivant, de cet autre monde qui nous entoure. Merci beaucoup à tous.